serment. Je le jure. Ce serment est resté dans l'histoire comme le serment de Vincennes en raison de l'imposante manifestation organisée le 19 juin 1960 par le Comité national d'action laïque. Prononcé à l'issue d'une extraordinaire campagne de mobilisation, il a marqué la mémoire de tous les militants laïques dans le refus de la loi Debré. Cette loi, adoptée quelques mois plus tôt, accordait aux établissements privés un financement public qu'ils réclamaient depuis la Libération. Elle heurtait les militants laïques qui estimaient que cette loi allait à l'encontre d'une histoire qui mérite d'être retracée. Sous la Troisième République, de grandes lois scolaires ont rendu l'instruction obligatoire, l'enseignement restant libre et l'école étant facultative. Si l'État n'avait pas le monopole de l'éducation, il devait s'assurer, afin de garantir l'obligation et l'égal accès au savoir, que toutes les communes aient une école publique, gratuite et laïque, pour laquelle les fonds publics étaient réservés. En 1940, avec la prise du pouvoir par le maréchal Pétain, son gouvernement remet en cause ces lois et finance largement l'enseignement privé. À la Libération, les subventions accordées par le régime de Vichy sont supprimées et, dans l'esprit du programme du Conseil national de la Résistance, avec l'espoir d'une France nouvelle, le gouvernement veut faire une œuvre généreusement novatrice. Une commission est créée pour cela. Présidée par André Philippe, les membres de cette commission sont désignés par le Conseil national de la Résistance. Mais ils ne parviennent pas à se mettre d'accord sur un projet de loi et la guerre scolaire reprend. Le cartel national d'action laïque est créé à l'initiative de la Ligue de l'enseignement et du syndicat national des instituteurs pour s'opposer à l'offensive des partisans de l'enseignement privé qui exige l'aide financière de l'État. Il regroupe toutes les organisations progressistes, politiques, syndicales et associatives. Il a aussi le soutien du Grand Orient de France. Par ailleurs, pour contrer efficacement les associations de parents d'élèves des établissements privés qui déclarent n'exiger que le respect du libre choix des parents pour l'éducation de leurs enfants, la Ligue, avec le SNI, crée la Fédération nationale des conseils de parents d'élèves des écoles publiques. La question scolaire donne aussi lieu à des affrontements électoraux au niveau national comme au niveau local dans une France encore profondément rurale. En mai 1948, la ministre Germaine Poinçot-Chapuis prend une initiative favorable à l'enseignement privé. Elle publie un décret qui charge l'Union nationale des associations familiales de créer et de gérer tout service destiné à aider les familles éprouvant des difficultés matérielles pour l'instruction de leurs enfants. Pour s'y opposer, le cartel organise les États généraux de la France laïque. Ils se tiennent à Paris, dans le prestigieux grand amphithéâtre de la Sorbonne, le 18 juillet 1948. La riposte est à la hauteur de l'offensive cléricale et le décret Poinçot-Chapuis ne sera jamais appliqué. Mais une brèche a été ouverte. D'autant que l'opposition systématique entre le Parti communiste et le Parti socialiste SFIO affaiblit la défense de la laïcité. Et comme par ailleurs le nombre et la diversité des membres du cartel sont générateurs de conflits, l'organisation de l'action est confiée à un comité exécutif permanent qui prendra progressivement son autonomie. Malgré l'intense campagne des organisations du cartel aux élections de juin 1951, les députés favorables à l'enseignement privé sont majoritaires grâce à un subtil système électoral
permettant d'écarter gaullistes et communistes. S'appuyant sur cette majorité, 2 lois vont être adoptées, toujours au prétexte d'aider les familles en difficulté, alors que leur objectif réel est de subventionner en fait des écoles privées. La loi Marie, en étendant le bénéfice des bourses aux élèves des établissements privés, rétablit en fait un décret du maréchal Pétain. Elle est adoptée le 21 septembre 1951. La loi Barranger accorde une allocation trimestrielle pour chaque enfant fréquentant l'école primaire, qu'elle soit publique ou privée. Elle est adoptée le 28 septembre 1951. Naturellement, ces 2 lois soulèvent de vives protestations et génèrent des initiatives. En novembre, plus de 25 rassemblements protestent dans les principales villes contre ces lois qui remettent en cause l'héritage laïque de la Troisième République. Avant, dès le 30 septembre, dans la ville dont Jules Ferry avait été l'élu, une manifestation symbolique a eu lieu où 20 000 personnes ont fait serment de lutter pour que soient intégralement rétablies dans leurs lettres et dans leur esprit sur tout le territoire de la République les grandes lois laïques. Pour mettre en œuvre cet engagement, le Comité national d'action laïque est constitué en 1951 par les 4 organisations composant le comité exécutif du cartel. Les autres organisations restant en soutien et pouvant, comme par exemple la Libre Pensée ou la Ligue des droits de l'homme, conduire leurs propres actions. Le CNAL sera rejoint en 1953 par la Fédération des délégués cantonaux, aujourd'hui départementaux, de l'éducation nationale. Le CNAL conduit alors un travail en profondeur pour un programme qu'il soumet en 1955 dans la perspective des prochaines élections législatives au parti dont il a le soutien. Ce document est approuvé par le Parti communiste, le Parti socialiste, le Parti radical socialiste et l'UDSR. Fort de cet appui, le CNAL lance une grande campagne en direction de l'opinion afin d'amener les électrices et électeurs à voter laïque. Il appelle les comités départementaux à faire connaître l'opinion de personnalités influentes qu'il a contactées et parallèlement, chaque organisation du CNAL demande à ses adhérents de faire leur travail de militants laïques avec résolution, obstination et habileté. Les élections du 2 janvier 1956 amènent à l'Assemblée nationale une majorité de députés favorables à l'école laïque. Aussi, de grands espoirs sont fondés sur le gouvernement du Front républicain. D'ailleurs, dès la fin de janvier, 3 propositions de loi demandent de réserver les fonds publics à l'enseignement public et de faire respecter l'article 2 de la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. Mais le gouvernement a de grosses difficultés avec la situation algérienne et le débat sur l'abrogation des lois Marie-Barranger au Parlement est à plusieurs reprises renvoyé. Le rapport de la Commission éducation nationale n'est présenté que le 8 novembre. Et au prétexte du contexte international marqué par l'expédition de Suez et l'intervention soviétique en Hongrie, le débat est une nouvelle fois différé. Il n'aura jamais lieu. C'est René Billière qui se voit officiellement chargé par les parlementaires d'intégrer la solution à la question de l'enseignement privé dans son projet de réforme d'ensemble de l'enseignement. Mais c'est une autre forme d'enterrement, car son projet, déposé le 1er août 1956, est muet sur le sujet et il reste bloqué par la Commission de l'éducation nationale en raison des positions contradictoires qu'il rencontre. Ce projet s'inspire des initiatives réformatrices antérieures de Jean Zay sous le Front populaire et de la commission Langevin-Wallon constituée à la Libération. Il propose pour la première fois de prolonger l'action de l'école par une éducation postscholaire et permanente. Mais il se heurte à la fois aux dissensions au sein de la gauche, à l'enseignement privé catholique qui craignait de ne pas remplir les conditions requises pour l'ouverture des écoles moyennes, mais aussi aux divergences entre le SNI et le SNES. Le rassemblement du CNAL à Alfortville en mars 1958,
laisse espérer une relance efficace. Mais le 13 mai à Alger entraîne l'effondrement de la 4ème République. Avec le retour au pouvoir du général de Gaulle, les élections législatives qui suivent en novembre sont un immense succès pour les partisans de l'enseignement privé. Et Boscary Monsservin peut affirmer que plus des 3/4 des députés sont membres de l'association parlementaire pour la liberté de l'enseignement. Le nouveau Premier ministre, Michel Debré, intègre sous leur pression les rapports de l'État et des établissements privés dans sa déclaration programme le 16 janvier 1959. Michel Debré ne veut pas d'un financement global à l'enseignement privé qui serait selon lui un retour au régime de Vichy. Mais il souhaite une loi finançant des établissements privés volontaires acceptant des contraintes et des contrôles de l'État. Habilement, il nomme pour cela André Bouloche, un ami, compagnon de la Libération comme lui, mais aussi un homme de gauche capable de faire face aux fortes pressions des parlementaires de droite. Partageant les positions de Michel Debré, André Bouloche s'inspire d'un projet issu de négociations restées secrètes entre des émissaires du gouvernement de Guy Mollet avec le Vatican en 1957. Mais le général de Gaulle refuse que la question de l'école française soit négociée avec un État étranger, fût-il le Vatican. Les nombreuses oppositions, à droite comme à gauche, rencontrées par Bouloche, empêchent le projet de loi d'aboutir avant la fin de la session parlementaire. Mais le général de Gaulle ne veut pas de la démission d'André Bouloche. Il décide qu'une commission présidée par Pierre-Olivier Lapie soit constituée. Pierre-Olivier Lapie, membre de la SFIO, exerçant des responsabilités au sein de la Ligue de l'enseignement et ayant en tant que député en 1951 voté contre les lois Marie Baranger, était susceptible de remplir cette mission. Mais sa nomination ne rassure pas les partisans de l'école laïque, et il est même exclu de la SFIO pour avoir accepté cette mission, et il abandonne la présidence de la Fédération des œuvres laïques de Meurthe-et-Moselle. Ces propositions sont reprises par le Premier ministre et le ministre de l'Éducation nationale, qui s'accordent sur un financement des établissements privés dépendant de la nature des engagements vis-à-vis de l'État pris par chaque établissement volontaire. Le financement varie selon la nature des contrats souscrits. La signature d'un contrat simple est assez peu contraignante, tandis que celle d'un contrat d'association est plus avantageuse financièrement, mais fixe des contraintes précises. Et le CNAL, ayant connaissance de ces divergences, y compris au sein du gouvernement, compte influer favorablement en organisant de multiples réunions et des meetings rassemblant fin novembre et début décembre, au total plus de 1 million de personnes. Parallèlement, le CNAL décide de faire du 22 décembre la journée nationale de l'école républicaine et appelle les amis de l'enseignement public à contribuer financièrement en vue de l'organisation d'une grande pétition. C'est ce 22 décembre, à la veille de l'examen du projet de loi par l'Assemblée nationale, qu'un Conseil des ministres houleux adopte le projet de loi. Et comme Michel Debré avait fini par accepter la généralisation des contrats simples et qu'au dernier moment, un amendement parlementaire qui renforçait et mettait en valeur le respect du caractère propre des établissements privés était voté, André Bouloche démissionne. C'est donc Michel Debré lui-même qui défend le projet le lendemain à l'Assemblée. La loi est adoptée à une très large majorité dans les deux assemblées et elle est promulguée le 31 décembre 1959. Dans les jours qui suivent, Michel Debré met fermement en garde la hiérarchie catholique devant les désaccords des directeurs des établissements privés. Après la déclaration des cardinaux et archevêques, tout rentre dans l'ordre et les chefs d'établissement vont s'accommoder de la nouvelle loi. Ceux du secondaire acceptent le contrat d'association. Le texte de la pétition, décidé par le CNAL, soumis à plusieurs organisations politiques, syndicales, associatives et philosophiques à la fin de l'année 1959,
est rendu public lors d'une conférence de presse avec la liste des organisations signataires. Le lancement prévu le 6 février est un temps différé en raison des événements d'Alger. Mais très vite, le CNAL n'hésite pas à associer événements d'Algérie et loi Debré dans l'entreprise de démantèlement de la République. En conséquence, il décide de lancer la pétition nationale dans toutes les communes de France le 13 février. Afin de rendre incontestables les signatures de la pétition, le CNAL impose que chacune soit donnée uniquement à l'issue d'un porte-à-porte. La pétition doit faire face à la forte mobilisation des associations catholiques en général, au-delà de seules associations de parents d'élèves des écoles privées. Elle n'hésite pas à interpeller les parents d'élèves des écoles publiques. Après la déclaration du pape Jean XXIII, qui selon Le Monde du 1er janvier 1960 rappelle qu'aujourd'hui comme hier, les droits de l'Église sont antérieurs à ceux de l'État, la hiérarchie catholique se mobilise aussi. Cette campagne hostile a peu d'effet. Dès le 19 février, l'école libératrice déclare que le million de signatures est atteint. À la mi-mars, les signatures dépassent les 5 millions. Les listes de signatures étant certifiées au plan local et départemental, la clôture est prononcée le 21 mai sur le plan local et le 29 au niveau départemental. La journée nationale est fixée au 19 juin 1960. La date est choisie en référence à la fameuse pétition qui est à l'origine de l'école publique. C'est en effet le 19 juin 1872 que Jean Massé remit sa pétition à l'Assemblée nationale à Versailles. 25 000 délégués des départements apportent des signatures à Paris. L'enthousiasme est au rendez-vous, comme le souligne le commentaire de l'époque. À l'appel du Comité national d'action laïque, les délégués de la France entière, mandatés par les comités départementaux, se réunissent au Palais des Expositions de la Porte de Versailles. Ils viennent déposer solennellement les cahiers de pétition demandant l'abrogation de la loi scolaire du 31 décembre 1959. C'est aujourd'hui l'épilogue de la campagne ouverte le 13 février par le Comité national d'action laïque pour démontrer que cette loi, votée par le Parlement, voulue par le gouvernement sous la pression des partisans de l'enseignement privé, va contre les sentiments profonds de l'immense majorité de la population fermement attachée à la législation scolaire républicaine. Ils sont là 20 000 délégués, hommes et femmes venus de partout, représentant toutes les catégories sociales de la nation. Pour eux, cette journée qu'ils attendaient depuis longtemps constitue le témoignage de leur indiscutable succès. Ils ne connaissent pas encore exactement le résultat définitif qui sera proclamé tout à l'heure, mais ils savent déjà qu'il dépasse toutes les espérances. Après ces interventions musicales, allocution de Denis Forestier, président en exercice du CNAL. Notre Assemblée nationale d'aujourd'hui est à l'image de la France républicaine et laïque. La loi du 31 décembre 1959 est l'œuvre de cette ambition éternelle de domination des hommes par une doctrine spirituelle qui se veut supérieure au pouvoir civil. Il faut que tout laïc, élu dans un conseil municipal, dans un conseil général et au Parlement,
se refuse à voter tout crédit pour l'application de la loi. La laïcité de l'école et de l'État constitue un des principes fondamentaux de la République, que l'école laïque et la République, la laïcité et la démocratie sont, dans le contexte français, indissolublement associés. Le peuple laïque et républicain ici représenté déclare qu'il entend préserver son capital le plus précieux, l'avenir de la jeunesse, dans une France républicaine et unitaire. À la suite de ces chaleureux applaudissements, vient le défilé de la remise des signatures. Chaque département, parmi ses délégués, a dû désigner un représentant chargé de remettre au Comité national d'action laïque les procès-verbaux des communes et le procès-verbal départemental. Ce représentant est également chargé de proclamer les résultats de la pétition dans son département. Jean Cornec proclame les résultats. Le Comité national d'action laïque pense que la pétition confirme avec éclat que la pétition, par son succès, traduit le traditionnel attachement des Français, croyants ou non, au principe de laïcité, fondement de la République. Henri Fauré prononce ensuite le serment. Si vous êtes tous d'accord, mes amis, au nom du Comité national d'action laïque, en votre nom, et conscient de l'honneur qui me soit ainsi, je vais prononcer la formule du serment. Nous, délégués des pétitionnaires, faisons le serment solennel. Je le jure. L'après-midi, la préfecture ayant interdit la manifestation dans Paris, elle a lieu au bois de Vincennes. 15 heures. Au bois de Vincennes, la pelouse de Reuilly est déjà noire d'une foule immense qui grossit sans cesse. Le cortège s'ébranle lentement dans l'enthousiasme général. Par trains spéciaux, en convois routiers, en voitures particulières, les délégués des comités locaux, cantonaux, départementaux d'action laïque ont rejoint la capitale. Malgré la fatigue, malgré la chaleur, il n'y a pas de bousculade, pas le moindre désordre. Des hommes de bonne volonté, une grande camaraderie fraternelle. Partout, aussi loin que la vue s'étende sur la pelouse, sous les arbres ou en plein soleil, la masse des délégations d'où émergent les banderoles se confond avec la population parisienne de tout âge, venue participer elle aussi et témoigner. Combien sont-ils? Pas loin de 400 000. L'après-midi de Vincennes s'inscrit par son ampleur dans la grande tradition des manifestations républicaines. La France laïque est là, dans sa solidité, dans sa diversité. Tous fraternellement unis dans un même élan, une même volonté. Ils savent que seule la laïcité peut cimenter l'unité du pays. L'oublier, c'est ouvrir la route à l'aventure, aux passions, aux rivalités, aux surenchères néfastes. Une république qui ne serait pas laïque, non seulement dans son principe, mais aussi dans ses actes,
ne serait pas une véritable république. La nation s'incarne dans la plus belle et la plus généreuse de ses réalisations, l'école publique, qui est la seule et véritable école libre. Toute atteinte portée à l'école laïque, directement quand on lui refuse les crédits nécessaires, indirectement, mais aussi gravement, lorsqu'on aide un enseignement concurrent, est ressentie profondément par le pays qui, dans son immense majorité, lui a confié ses enfants. Sachant qu'ils représentent des millions de leurs semblables, tous ceux dont les signatures ont couvert les cahiers de pétition, ces hommes et ces femmes sont venus affirmer avec force leur attachement à l'école laïque. Pendant des heures, ils ont interminablement défilé, apportant par leur présence le tribut de leur foi dans la victoire future d'une grande et noble cause, celle de l'enfant. Nous rebâtirons la maison, qu'elle sera jolie, à quelle sera-t-elle? Nous rebâtirons la maison, bien loin, des champignons. Oh oui, chantons comme jolie, nous serons tournés. Cette impressionnante manifestation a donc corroboré le serment prononcé le matin au nom du CNAL au part des expositions de la porte de Versailles par Henri Fauré, le président de la Ligue de l'enseignement. Nous, délégués des pétitionnaires des communes de France, représentant 10 837 697 Françaises et Français, de toutes origines et de toutes opinions, ayant signé la protestation solennelle contre la loi scolaire de division du 31 décembre 1959, faisons le serment solennel de manifester en toutes circonstances et en tout lieu notre irréductible opposition à cette loi contraire à l'évolution historique de la nation, de lutter sans trêve et sans défaillance jusqu'à son abrogation et d'obtenir que l'effort scolaire de la République soit uniquement réservé à l'école de la nation, espoir de notre jeunesse. Je le jure. Peuple de France, vieux peuple laïque et républicain, toujours prêt à t'enthousiasmer pour les grandes et belles causes, le Comité national d'action laïque a pris acte de ton engagement et il t'en remercie. Malgré cette puissante mobilisation, la loi Debré est mise en œuvre. Comme le contrat simple était provisoire pour 10 ans, une tentative d'accord a lieu en 1969 entre des représentants du CNAL et du secrétariat général de l'enseignement catholique. Elle aurait, semble-t-il, pu aboutir, mais le président de la République, Georges Pompidou, a personnellement tranché pour la prolongation du contrat simple sans limite de temps pour le primaire et jusqu'à 1980 pour le secondaire. La garantie du financement public sera même renforcée par la loi Germer en 1977. Mais en juin 1960, les militants laïcs enthousiastes étaient convaincus que cette loi serait abrogée dès le retour au pouvoir des partis politiques signataires du serment. D'où la cruelle désillusion quand, après la victoire de François Mitterrand en l'élection présidentielle de 1981, l'Union de la gauche, suite à une imposante manifestation des partisans de l'enseignement privé en 1984, n'honorera pas sa promesse d'un service public unifié et laïque de l'éducation nationale. 10 ans plus tard, la manifestation du 16 janvier 1994 a indiqué clairement, par son ampleur, que si l'opinion publique ne souhaite pas la remise en cause de la liberté de l'enseignement, elle refuse que ce soit au détriment de l'enseignement public.
Le débat reste donc ouvert. Car la ségrégation sociale et culturelle que favorise le dualisme scolaire est aujourd'hui amplifiée par le double défi de la marchandisation de l'éducation et des difficultés que rencontrent les élèves qui n'ont pas la réussite scolaire en héritage. Pour l'école, comme en d'autres domaines, la question laïque reste indissociable de la question sociale. Aussi, est-il toujours nécessaire que les citoyens s'engagent et agissent pour trouver enfin les solutions, afin que l'école remplisse sa mission, pour que notre République soit réellement partout et pour tous, indivisible, laïque, démocratique et sociale.